Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Elodie qui est directrice générale d'un organisme à but non lucratif qui défend les intérêts des femmes francophones au Yukon. Elodie vit à Whitehorse, la capitale du Yukon, depuis septembre 2022. Et aujourd'hui, on va parler de cette belle province qui est encore méconnue, de la recherche de logement, de la recherche de travail et des activités qu'il y a à faire lorsqu'on fait du tourisme au Yukon. Donc je recommence puisque j'avais pas lancé l'enregistrement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, c'est-à-dire nous dire comment tu es arrivé au Canada, avec quel statut de travail tu es arrivé et où tu résides actuellement? Alors, moi, je suis arrivée au Canada en septembre 2022 avec un PVT en poche et je réside actuellement au Yukon et plus spécifiquement à Whitehorse, donc qui est la capitale du Yukon. Et le pourquoi je suis venue au Canada, c'est une question d'audace, je dirais. Je suis quelqu'un qui est assez opportuniste dans la vie. Et en fait, c'était un après-Covid, on s'est tous un peu posé la question de ce qu'on voulait faire dans la vie. J'avais une très très bonne situation en France, puis, mais je m'ennuyais un peu. J'avais envie de changement, mais je savais pas vraiment comment ni pourquoi. Et puis, sur un coup de tête, je me suis inscrite au tirage au sort du PVT. Un mois et demi plus tard, j'avais ma lettre d'introduction. Je me suis dit, OK, c'est le signe, il faut que je bouge. Je vais aller au Canada. Ok, très bien. Moi, ce qui m'a surtout interpellée dans ton histoire, c'est que la plupart des gens vont au Québec et toi, tu me disais, ça m'a pas intéressé. Ça a été plutôt Vancouver, la Colombie-Britannique, puis finalement, tu es allé dans le Yukon. Comment ça s'est fait ce choix de cette province-là? Alors moi, ce qui était sûr, c'est que, effectivement, comme tu le dis, je voulais absolument pas aller au Québec. Je voulais pas parler français. Je voulais pas me retrouver avec des Français sans animosité aucune, hein, mais voilà, je voulais, quitte à faire une nouvelle expérience, je voulais vivre une nouvelle expérience. Donc j'ai commencé à apprendre l'anglais pour ma part il y a un peu plus de 3 ans via les jeux vidéo. Puis avant de partir l'année d'avant, j'avais suivi des cours, pour apprendre l'anglais et pour me débrouiller. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, pour mettre à profit ça, quitte à changer, autant aller dans une province anglophone». Province anglophone, moi j'ai tout de suite pensé à Vancouver, j'adore les montagnes, c'était assez près des Rocheuses. Je me suis dit: «Bon, ça va rester dans une grande ville, pourquoi pas?» Puis en fait, j'ai mes collègues qui m'ont dit: «Pourquoi tu quittes Paris?» Parce que je vivais à Paris en France avant. «Pourquoi tu quittes Paris pour aller à Vancouver? C'est un peu du pareil au même, toi qui veux du changement, tu vas juste quitter une grande ville pour retourner dans une grande ville». Et du coup, je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai», ça a un peu résonné en moi. Et là, j'ai pris le problème à l'envers, en fait. Je me suis dit: «Où est-ce que les gens ne vont pas pour faire leur PVT?» Et donc là, j'ai trouvé, bah, les 3 territoires du Nord, donc le Nunavut, les TNO et le Yukon. Et les mathématiques étaient assez simples. Je voulais aller à l'ouest, à Vancouver. C'était le nord qui m'appelait, nord-ouest, Yukon. Je me suis dit: «OK, allez, let's go». Et quand j'ai cherché, sur internet pour trouver des informations sur le Yukon et tout, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est très peu documenté, les PVTistes, il y a très peu de choses. Et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est la nouvelle aventure, j'irai au Yukon et je verrai bien ce que l'avenir me réserve». Ouais, effectivement, c'est un choix plutôt audacieux et j'aime ça. Pour la petite anecdote, j'ai regardé de Montréal, de là où j'habite, c'est 5 562 km, soit 60 heures de voiture et 9 heures de vol, dont une escale à Vancouver, parce qu'il me semble qu'il y a comme 2 heures et quart ou 2 heures et demie de vol, c'est ça? Ouais, entre Vancouver et Whitehorse, c'est 2 heures et demie. Et c'est en 2022, c'est 34 400 habitants. Est-ce que tu confirmes?
Ça continue de croître. On est, je crois, à presque 40 000 maintenant, avec tous ces défis que ça représente au quotidien. Mais c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a peut-être pas beaucoup de PVTisme, mais est-ce que tu entends quand même parler français des fois autour de toi ou c'est exclusivement anglo? Alors non, alors le comble, je ne veux pas aller au Québec parce que je n'ai pas envie d'être avec des francophones et de parler français. Le comble, je suis très intégrée dans la communauté francophone et je travaille pour un organisme francophone. Donc voilà. Et, les francophones sont assez actifs au Yukon. Il y a une belle communauté. Euh, Ça fait un peu l'effet village où tout le monde se connaît, tout le monde se croise partout. Il faut savoir que le Yukon, in fine, c'est un très grand territoire avec peu de personnes, proportion de territoire, personnes confondues. Et il y a une seule grande ville, Whitehorse. Et même si on vit dans les communautés éloignées, on est forcément obligé de venir à Whitehorse pour faire ses provisions. Enfin, en tout cas, les grosses provisions. Il y a des petits supermarchés, enfin, des petites des épiceries de dépannage dans les petites communautés. Mais c'est vrai que Whitehorse, c'est vraiment le cœur de ce qui va se passer au Yukon. Donc voilà, oui, il y a une communauté francophone, puis elle est quand même pas mal active. Tu parlais de défis dans ta précédente réponse. C'est quoi les défis que tu as rencontrés et que tu rencontres toujours aujourd'hui? Je dirais l'isolement, parce que même si on est intégré dans la communauté, même si on se fait des amis, des connaissances, etc., c'est un territoire éloigné. Tu le disais tout à l'heure, c'est 2 heures et demie de vol pour aller à Vancouver, ce qui fait que on va pas trouver des grands axes dans la ville. On va trouver trois grands magasins, un magasin pour s'habiller, un magasin de sport. Enfin, tout est quand même c'est assez téméraire quand même. C'est pas un territoire sauvage pour rien. Donc, on va dire qu'on a les commerces et les services de nécessité. Mais par exemple, un des défis, l'isolement, bah, pour faire des rencontres, c'est pas forcément très facile. On n'a pas l'embarras du choix. Si on a un problème de santé, tout ne se fait pas à Whitehorse. Donc, il y a des vols médicaux qui ont lieu enfin, pour emmener les gens qui ont un problème médical assez grave à Vancouver ou des spécialistes vraiment particuliers. Donc, il y a toute cette notion-là. Puis, dépendamment de là où on vit, vivre en ville et vivre dans les communautés, c'est différent. Moi, personnellement, j'ai vécu les deux. Ma première année, je l'ai vécu vraiment très isolée de la ville, 3 heures de route, dans un petit village de First Nation de 80 habitants. Donc, c'était vraiment très petit. Vivre à la ville, ça ouvre un peu plus d'horizons. Mais c'est pareil, ça dépend de comment tu souhaites t'intégrer dans la communauté, que ce soit francophone ou anglophone. Donc ça, l'isolement, c'est un des principaux défis. Puis le deuxième, qui commence à être commun sur partout au Canada, mais c'est bah, la crise du logement. Whitehorse, il y a pas beaucoup de choix, il y a plus de personnes que d'offres. C'est des prix qui explosent, c'est une grosse inflation par rapport enfin, au pouvoir des propriétaires. Il n'est pas rare que la plupart des gens vont vivre en coloc ou quand on se met en relation, on va rapidement vivre aussi avec bah, son chéri, sa chérie. Mhm. Parce qu'en fait, c'est le déficit de place, puis le coût en fait des loyers, c'est tellement exponentiel par rapport à ce qu'on gagne que il y a vraiment des défis là-dessus. Donc ouais, l'isolement, le logement, l'accès à certains soins aussi, parce que bah, effectivement, il n'y a pas tous les spécialistes. Et puis l'accès à la langue, je dirais, parce que le Yukon, bah, c'est principalement une province anglophone. Après, on est au Canada où il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français, puis toutes les deux au même niveau. On peut trouver des services en français au Yukon, mais c'est pas très répandu. Enfin, pour quelqu'un qui parle pas du tout en anglais, ça peut être compliqué parfois. Et puis, pareil, trouver un médecin de famille, ça peut être très, très long. Moi, personnellement, j'ai attendu 9 mois sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Puis, j'ai pas de problème de santé particulier, mais c'est vrai que quand tu as, je sais pas moi, un gros rhume, bah, tu veux pas forcément aller aux urgences là, pour ça, quoi. Mais voilà, c'est les principaux défis du Yukon. Et le climat, ça donne quoi? Est-ce que c'est un défi? Il y en a d'autres qui diraient climat parce que bah, les hivers peuvent être rudes. On a des -40.
voire plus de -40 parfois. C'est pas continu, c'est par phase, mais bon, ça demande un tas d'adaptation aussi. Après, le temps est très sec, donc du coup, on ressent pas l'humidité, il n'y a pas d'humidité ou très peu, donc le ressenti est différent. Et puis, qui dit climat et froid, dit aussi la lumière, parce qu'en fait, l'été, il fait quasiment pas nuit. Petite pause au Yukon pour vous emmener sur Spotify puisque actuellement j'ai 29 avis. Merci beaucoup aux 29 personnes qui ont déjà laissé un avis et pour toi qui n'as pas encore laissé le tien, j'ai 4,6 mais j'aimerais plus me rapprocher des 4,9 voire des 5. Alors si tu aimes cet épisode et si tu as aimé les anciens, n'hésite pas à les mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir et aussi ça m'aide beaucoup pour le référencement. Alors je compte sur toi. Mais à contrario, l'hiver, il fait quasiment pas jour. Mais c'est-à-dire, il fait nuit à quelle heure en journée l'hiver? Il fait nuit à quelle heure en journée l'hiver? On va dire que le soleil va se lever à 11 heures, un peu plus ouais, je dirais 11h20 du matin, et va se coucher là par exemple, je suis en train de regarder là, en direct pour toi. Donc on est début janvier, le soleil se lève à 11 heures et se couche à 17h12. Donc, sachant que le solstice est déjà passé, donc on peut facilement imaginer à 11h30, 16h30. Donc ça fait 5 heures d'ensoleillement dans la journée, c'est pas beaucoup. A contrario, l'été, il est 2 heures du matin, tu as l'impression qu'il est midi et que tu peux tout continuer à aller pêcher si tu n'as pas regardé l'heure. Et en été, les températures, ça ressemble à quoi? En été, les températures, ça ressemble à quelque chose comme 20-25 degrés. Donc, ouais, je dirais, oui, la moyenne, on va dire que c'est du 20 degrés. Cet été, on a eu des températures assez hautes. Puis comme c'est un temps sec, ça se ressent vachement. Et puis comme on est haut aussi sur le globe, on est juste en dessous du 60e parallèle. Donc forcément, le soleil aussi tape un peu plus fort. Donc, C'est vrai que j'avais pas pensé à toute la partie soins spécialisés que tu as mentionné. Moi, je me posais la question en termes de transport. Est-ce qu'il faut forcément avoir une voiture? Est-ce qu'il y a quand même quelques transports qui sont développés, genre des bus? alors, il y a des transports urbains, enfin des bus urbains à Whitehorse. Il y a quelques lignes, donc sur l'ensemble de la journée. Après, les utilisateurs réguliers diront que c'est pas forcément très efficace. Donc, non, selon moi, la voiture, c'est un must-be. C'est vraiment obligatoire. Il n'y a pas de... Par exemple, entre Whitehorse et les communautés, pour citer une des plus grandes, c'est Dawson City qui se situe entre 6 et 7 heures de route. De Whitehorse, il n'y a pas de bus. Donc, sans voiture, tu peux basiquement aller nulle part. Donc, c'est vraiment quelque chose... arriver au Yukon sans voiture, sans logement, sans travail, c'est un sacré challenge. Ouais, j'imagine. Je vais juste revenir sur le logement avant, mais tu disais que c'était pas évident à trouver. Comment on trouve? Est-ce que c'est sur Marketplace? Est-ce qu'il y a d'autres sites spécialisés pour trouver un logement? Le logement, ça marche beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est Marketplace, Kijiji. Puis il y a aussi un groupe enfin il y a deux groupes en fait que je conseille souvent, le groupe anglophone, le groupe francophone, où les gens publient une annonce avec leurs photos, une petite présentation, je cherche tel truc. Puis là, ça va libérer en fait le marché caché, parce que le problème c'est qu'il y a tellement de demandes qu'il y a aussi beaucoup de propriétaires ou de personnes qui seraient à même d'offrir un logement qui ne mettent pas d'annonce parce qu'elles préfèrent sélectionner en fait ou démarcher pour ne pas avoir à traiter 100, 200 demandes à la suite. Donc voilà, donc ce sont vraiment les trois principales choses à activer. Groupe Facebook, bouche à oreille, puis ensuite les sites de recherche de logement. Est-ce que tu pourrais donner le nom de ces fameux groupes Facebook, s'il te plaît? Alors, il va y avoir francophone du Yukon pour la partie francophone et il va y avoir Yukon Helpers Network pour la partie anglophone. Et il y a aussi des groupes vraiment spécialisés sur la recherche de logement. Bon, si tu tapes Housing, Whitehorse ou Yukon, etc., tu vas trouver des choses. Super, merci.
Maintenant qu'on a parlé un peu du logement, au niveau du travail, est-ce que c'est aussi difficile parce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que c'est un peu plus simple quand même? Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je pense que ça a beaucoup changé. Il y a des années, il se disait beaucoup que on pouvait arriver à Waitrose puis trouver un boulot très facilement parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, parce qu'il n'y avait pas assez de gens, parce que toutes ces raisons. Et au final, là, comme ça a pas mal explosé, les personnes qui sont venues ici, on a un taux de chômage qui est assez bas. Les offres d'emploi sont, moi, je trouve assez limitées. Il faut savoir qu'au Yukon, 80% des emplois, ce sont des emplois gouvernementaux. Donc, rentrer au gouvernement, ça demande un format de candidature assez spécifique. Ça demande aussi de savoir parler anglais. Donc, déjà, si la personne n'est pas bilingue, ça l'exclut pas mal aussi de ce genre d'emploi. Et puis, il faut aussi avoir le statut. C'est-à-dire que le gouvernement ne va pas sponsoriser la suite d'un PVT, par exemple, avec une mobilité francophone. Donc, ça veut dire que la personne doit être pas nécessairement résidente permanente, mais en tout cas qu'elle ait un permis de travail qui permette de couvrir la totalité de la durée du poste. Donc, il y a ça. Moi, j'aurais tendance à dire que ça fait 2 ans et demi que je suis au Yukon, puis j'ai l'impression que ouais, la dynamique a changé. On part plus d'un travail en claquant les doigts en se disant je vais retrouver très facilement. Je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate l'hiver dernier. J'ai mis 1 mois et demi à retrouver quelque chose. Et c'était pas simple d'envoyer des tonnes de candidatures puis de pas savoir exactement ce qu'on allait faire le lendemain. On sait que, bah, notamment, je ne sais pas si tu as suivi les dernières mesures d'immigration au Québec, mais ça se complique. Est-ce que toi, dans la province où tu te situes, c'est plus facile? J'imagine que oui. Et si oui, comment on fait pour devenir résident permanent? Comment ça marche? Alors, au Yukon, il y a 2 voies possibles. Il y a la voie des enfin, ce qu'on appelle des nominés, donc c'est les nominations de territoire, où là, il y a 2 nominés possibles en fonction du poste qu'on occupe. Ça peut être, on peut le demander, disons, plus rapidement ou non. C'est de 6 mois à 1 an, en gros. Et puis, il y a l'entrée express pour devenir résident permanent, soit par expérience canadienne, soit par travailleur qualifié. Personnellement, c'est la voie que j'ai choisie. Après, l'avantage d'être hors Québec, c'est pas spécifique au Yukon, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi, c'est que la voie sur la mobilité francophone est aussi plus simple parce que donc du coup, on est dispensé de IMT par exemple, à partir du moment où on est en capacité de prouver qu'on parle en français puis que l'employeur est OK pour faire la mobilité francophone avec quelqu'un, c'était facile d'obtenir ce permis. Je dis c'était parce que tu parles de nouvelles mesures et que ça ne touche pas malheureusement que le Québec. Les flagpoles, notamment, ne sont plus autorisés maintenant depuis le 24 décembre, si je ne m'abuse pas. Du coup, bah, ça a une conséquence sur le Yukon parce qu'on est qu'à 3 heures et demie, enfin 3 heures de route de la frontière avec l'Alaska. Enfin, un petit peu moins, même 2 heures et demie de route de l'Alaska. Et il y avait beaucoup de personnes qui allaient faire ce flagpole pour justement enchaîner sur une mobilité francophone ou changer d'employeur, puis avaient leur nouveau permis. Maintenant, ça veut dire que les personnes doivent prendre un vol pour aller à Vancouver, puis de Vancouver doivent aller à Seattle s'ils veulent le faire par avion. Donc, je pense que ça va aussi avoir une incidence sur, pas forcément le nombre d'habitants au Yukon, mais en tout cas, les gens, ils penseront à 2 fois avant de venir enfin, sur ce territoire. Je pense qu'il va y avoir une dynamique d'immigration qui va changer un petit peu. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à cette histoire du tour du poteau parce que à Montréal, on va dire, on peut le faire à 45 minutes, il me semble. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'aurais eu à le faire, maintenant plus. Mais il me semble que d'ailleurs, on peut le faire aussi en ligne, mais tu sais, les informations, elles arrivent un peu au compte-gouttes pour l'instant, donc je suis pas certaine de cette information, mais j'avais pas conscience que pour toi, c'était comme 3 heures, 3 heures et demie de route et qu'il fallait aller en Alaska. C'est assez. Je trouve ça rigolo, enfin, et en même temps, c'est quand même une distance importante. Puis si tu te fais refuser, enfin, ça fait beaucoup d'heures de route. Bah, après, pour le Yukon, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans ma perception de française. C'est qu'en France, moi, je me souviens prendre la voiture pour 2, 3 heures pour aller passer un week-end ou pour aller voir quelqu'un. On se disait, ah, c'est un peu loin, on va faire 3 heures de route. Il faut que ça soit au moins pour un week-end de 3 jours ou qu'importe. Puis alors faire 5 ou 6 heures de route pour faire Paris, je sais pas moi,
le sud de la France. Alors là, c'était impensable si c'était pas pour des vacances d'une semaine. Au Yukon, en fait, le territoire est tellement grand et tout est tellement éloigné que c'est normal de prendre sa voiture, puis de faire rien que de l'autotourisme et puis de rouler 4 heures aller, 4 heures retour, juste pour voir les paysages, les animaux et tout. Qu'en fait, ça fait juste partie de la mentalité de là-bas. Donc là, tu dis: «Ah bah, aller en Alaska, faire le tour du poteau, 2 heures et demie, aller, 2 heures et demie retour», mais en fait, pour nous, c'est un truc lambda qu'on va faire dans la journée. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de perceptions comme ça qui changent, mais la mobilité francophone, on peut toujours la faire en ligne, évidemment. C'est même ce que l'immigration encourage. Mais les délais sont tellement longs que moi, en plus, maintenant, j'ai la vision employeur. Et déjà qu'au Yukon, on a du mal à faire de la rétention du personnel parce que c'est une destination de passage. C'est rarement un territoire qu'on choisit d'aller pour la première fois au Canada. Et c'est encore moins un territoire où on y reste des années. La moyenne dit qu'on reste 3 4 ans au Yukon, puis qu'après on part. Donc c'est assez compliqué de retenir le personnel ou les gens qui veulent venir travailler. Suffit que ce soit des gens qui soient pas OK avec l'hiver ou avec le système de lumière, la nuit, le jour, etc. Ça peut vraiment perturber et c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas un territoire qui est fait pour tout le monde. En parlant de tourisme, parce que tu parlais d'animaux à voir, qu'est-ce que toi tu recommanderais de voir si demain je venais visiter ta belle province? Alors, ça dépend, en hiver ou en été? En hiver. En fait, en hiver, ce que je recommanderais, c'est, en fait, en hiver ou en été, honnêtement, ça change pas grand-chose. Juste que tu verras pas forcément les mêmes choses, mais pour les 2 saisons, et oui, je parle bien de 2 saisons, parce que c'est un peu drastique le changement de saison au Yukon. Moi, je recommanderais de prendre sa voiture puis d'aller explorer les alentours. Parce que rien que l'immensité des paysages, des montagnes, c'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. Et que ce soit en hiver ou en été, tu vas croiser des animaux sur le bord de la route, des ours noirs, des grizzlies, des bisons, des cerfs, ouais, enfin, j'en oublie certainement. Des chevaux sauvages, il y en a aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est aventurier, puis qui est curieux de la faune et la flore autour de lui. Ça va vraiment être la destination. Il faut aimer le plein air, il y a énormément de randonnées à faire. Puis surtout l'hiver, on a aussi les aurores boréales Et oui. qu'on n'aura pas l'été, mais qu'on a l'hiver. Et on n'est pas obligé forcément de se lever à 2 heures du matin pour les voir, puisque comme il fait nuit très tôt, là en ce moment, on peut les voir à partir de 20 h, 21 h, quoi. Donc, on est chanceux. Est-ce qu'il y a des montagnes ou est-ce que c'est très plat? Énormément de montagnes, c'est pas plat du tout. La route est plate, et encore que. Mais non, c'est en fait où que tu sois. Moi, ce que j'aime bien dire à propos du Yukon, c'est que où que tu sois dans la ville ou en dehors de la ville, à 360 degrés, tu as des montagnes partout. Et ça, tu le retrouves pas ailleurs. Puis c'est des montagnes qui sont parfois assez hautes. On a le parc Kluane qui se situe dont l'entrée du parc se situe à 1 h 30 de Whitehorse, la capitale. Et là, c'est vraiment, ce parc-là, il y a le mont Logan dedans et qui est la montagne la plus haute du Canada. Donc voilà, donc non, non, c'est quand même assez haut. Il y a pas mal de dénivelé. Il y a de quoi se faire plaisir dans les jambes quand on fait les randonnées. Bah oui, j'imagine, et beaucoup d'activités type ski, luge, ce genre de... C'est ça? Ski, luge, patin à glace sur les lacs, pêche sur glace et pêche l'été. Les baignades aussi, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y a des gens qui creusent des trous dans les lacs et qui vont se baigner même l'hiver, avec sauna à la clé évidemment. Mais on a aussi des hot springs si les gens préfèrent les bains chauds. Ski de fond, raquettes. Oui, il y a beaucoup. Enfin, l'été, les lacs, il y a tellement de lacs au Yukon. On peut faire du paddle, du bateau, courir. Non, vraiment, il y a vraiment de quoi faire pour les amoureux de la nature. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour les personnes qui viendraient poser leurs valises dans ta province pour bien se familiariser avec tout ce qu'on vient de dire sur la partie recherche de job, sur la partie logement, sur la météo, sur la partie transport? Ce serait quoi tes 3 conseils pour vraiment profiter de l'expérience dans cette province? Mon premier conseil, ce serait d'être
ouvert d'esprit quand on arrive au Yukon. C'est d'un peu oublier, en fait, ouvert d'esprit et rester humble. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Yukon choisit ses personnes plutôt que les personnes choisissent le Yukon. Et je pense que c'est vraiment vrai parce qu'il peut y avoir tellement de montagnes russes dans une seule et même journée que pour ne pas être déçu, voilà, soyez humble et soyez ouvert d'esprit, puis surtout profitez. Ça serait vraiment mon premier conseil. Le deuxième, c'est sécuriser l'arrivée au Yukon au maximum. Ne venez pas sans logement et sécurisez-vous un job parce que vraiment, enfin, surtout le logement, là, ça peut vraiment être compliqué. Donc, enfin, ouais, s'y prendre à l'avance, multiplier ses recherches. Et puis, le troisième conseil que je donnerais, ce serait de rester ouvert aux opportunités, c'est-à-dire d'oublier un peu ses bagages. Il y a des métiers qui sont pas forcément représentés au Yukon. Moi, par exemple, mes premières expériences professionnelles au Yukon, j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites avant et qui ne faisaient pas partie de mon domaine ou du diplôme que j'avais. Mais pour autant, ces expériences-là, ces premières expériences-là au Canada qui m'ont permis d'avoir le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc ouais, ça serait vraiment ça, les trois conseils que je donnerais. Très clair. Eh bien, merci beaucoup pour ton partage. Mais de rien, c'était un plaisir. You never know what's around the next corner.